Ça me fait plaisir toujours d'être parmi vous à mon université natale, l'Université de Constantine. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter ce travail intitulé Optimal Control for Stochastic Equations with Jumps, c'est-à-dire le problème de contrôle stochastique pour les équations différentielles stochastiques gouvernées par un G mouvement brownien avec saut. Je vais juste ici donner un aspect sur le travail réalisé. Ce travail a été publié en octobre 2021. Donc le travail est partagé avec mon collègue, Dr Benoît Belkhanel de l'École supérieure de Biskra. Et toujours ici, j'ouvre la parenthèse et je remercie nos enseignants à Biskra, en particulier mon encadreur, professeur Brahim Zabi. Chaque fois qu'on fait un exposé, on doit faire un remerciement à nos enseignants, bien sûr, et à nos enseignants au DES à l'Université de Constantine. Mon exposé sera fait selon le plan suivant. Je commence par une introduction. Je vais donner, c'est-à-dire un aspect bref sur le mouvement brownien, la théorie de diffusion. Après, je vais parler aussi du problème de contrôle stochastique dans le cas classique, parce qu'avant de faire la généralisation en G-framework, je dois d'abord faire un aspect bref sur le contrôle en cas classique, c'est-à-dire avec le mouvement brownien ordinaire. Par la suite, je vais passer au contrôle stochastique optimal avec le G-mouvement brownien. Bon, ici je note, c'est l'étape numéro 5. Ce premier résultat a été publié en 2018 avec Salah Deschoufli de l'Institut Royal de Stockholm. Grâce à ce travail en 2018, on a pu réaliser ce travail avec SO en 2021. Donc, par la suite, je vais parler de nos résultats, l'existence d'un contrôle optimal avec SO qui est basé sur le premier article en 2018 et je termine par une conclusion, quelques références bibliographiques. Tout d'abord, les équations différentielles stochastiques sont des outils essentiels pour modéliser les phénomènes évoluant dans les conditions d'incertitude. Bon, tout simplement, le DS est une équation différentielle ordinaire perturbée par un bruit aléatoire. Bon. On a les conditions d'existence et d'unicité de la solution. Pourquoi je parle de ça? Avant de poser un problème de contrôle, je dois d'abord assurer l'existence de la solution. Parce que si je n'ai pas de solution, je ne peux pas parler d'un problème de contrôle. Le but de notre travail, le travail actuel, c'est de l'étude des phénomènes gouvernés ou bien modélisés par des équations différentielles stochastiques ou bien GSDs, G-équations différentielles stochastiques. Qu'est-ce qu'une G-équation différentielle stochastique? C'est une équation différentielle stochastique gouvernée par un G-mouvement brownien. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes où on ne connaît pas la variance. Lorsque la variance, soit dans les statistiques ou bien dans les probabilités. Le mouvement brownien est un processus à croissement indépendant. À chaque instant t, le BT suit la loi normale centrée et de variance t. Mais dans notre cas, la variance elle est incertaine. Si on est dans R, elle est dans un intervalle. Si on est dans R2, c'est le produit cartésien de deux intervalles et ainsi de suite. En réalité, dans les marchés financiers, dans la mesure de risque, dans, par exemple, beaucoup de travaux, on ne connaît pas la variance d'une façon exacte. C'est pour ça que le premier résultat d'existence du contrôle optimal réalisé en 2018 a pu nous aider à trouver d'autres travaux qui sont soumis et aussi qui a ouvert la porte pour d'autres applications dans la finance par exemple. Ici, je cite par exemple le climat, la météorologie, les marchés financiers, plusieurs domaines. Je passe maintenant à une petite visite dans l'histoire parce qu'il y a aussi les collègues, nos étudiants, nos doctorants, c'est donner un esprit général. C'est une visite dans l'histoire. Donc, en 1800 et quelques, Robert Brown a observé le mouvement incessant et irrégulier des grains de pollen sur la surface d'un liquide, en suspension de l'eau. Bon, ce mouvement-là est aléatoire, parce qu'il y a des frottements entre les molécules d'eau qu'on n'observe pas et entre les grains de pollen. Donc, en 1900, Bachelier a établi la loi qui gouverne la position d'une particule. Cette loi est la solution fondamentale de l'équation de la chaleur, bien sûr. Je veux bien ici présenter le lien entre le mouvement brownien et l'équation de la chaleur. En 1905, Einstein a étudié le phénomène c'est-à-dire comment la chaleur est dispersée dans les liquides. Cette étude lui permettait de calculer le nombre d'Avogadro en chimie à partir du mouvement brownien. Donc, après cette réalisation de Albert Einstein, en 1923, Norbert Wiener
a nommé l'objet mathématique de ce phénomène-là. Il l'a appelé Fundamental Random Function. Après Norbert Wiener, Paul Lévy a nommé le mouvement brownien. J'ai voulu donner un historique comment le mouvement brownien a pris son nom. Donc, je passe maintenant à les outils de notre travail. Sublinear expectation, qu'est-ce que ça veut dire une espérance non linéaire? D'habitude, l'espérance est linéaire. Chi Peng, en 2006, a introduit le G-calcul stochastique. Qu'est-ce que ça veut dire G-calcul stochastique? C'est le calcul stochastique, mais basé en G, mouvement brownien. L'espérance ici devient non linéaire. On regarde ici la monotonicité, constant Rosenberg, subadditivity et ainsi de suite. Nous n'avons pas la linéarité, c'est la sous-linéarité. Le plus important, ce n'est pas les propriétés. Qu'est-ce qu'une espérance non linéaire? L'espérance, dans notre cas, elle est définie par le sup des espérances. Pourquoi cette famille-là, la famille grand P calligraphique, c'est une famille de mesures de probabilité. Si je suis dans la réalité, dans la finance par exemple, j'ai différents scénarios. Chaque scénario est modélisé par une mesure de probabilité. Parce que je n'ai pas un seul scénario en réalité en fait. Donc tous ces scénarios forment le grand P qui est l'espace des mesures de probabilité. Qu'est-ce qu'une espérance dans notre cas-là? C'est le sup par rapport à toutes les espérances. Le EP, c'est-à-dire c'est l'espérance relative à une probabilité particulière. Ici, l'espace, ce n'est pas un espace probabilisé filtré comme d'habitude, c'est un espace d'espérance non linéaire. La filtration, permettez-moi de donner juste, d'ouvrir cette parenthèse, la filtration, c'est la famille de sigma algèbre qui représente l'histoire du processus. Lorsque je dis un processus adapté à une filtration, c'est-à-dire je connais son histoire. Ici, quelle est la filtration? La filtration, dans notre cas, c'est la filtration universelle. Elle est définie récemment, dans les dernières années. Qu'est-ce que ça veut dire filtration universelle? C'est une filtration par rapport à toutes les mesures de probabilité. Si je dis, d'habitude on dit une filtration satisfait les conditions habituelles, complète et continue à droite. Ici, complète, c'est-à-dire tous les ensembles négligeables sont dans la filtration. Ici, qu'est-ce que ça veut dire le sens de complète? Tous les ensembles négligeables par rapport à toutes les mesures de probabilité sont dedans. C'est-à-dire, j'ai l'information disponible avec les ensembles négligeables. Mais ici, on ne dit pas un ensemble négligeable, on dit un ensemble polaire, polar sets. Parce que l'ensemble polaire, c'est-à-dire il est négligeable par rapport à toute probabilité. Je regroupe les ensembles polaires, je les ajoute dans ma filtration, ça devient une filtration universelle. J'ai voulu donner les outils de notre travail parce que c'est nouveau. Maintenant, pour l'espérance, on n'a pas la symétrie de l'indépendance, elle n'est pas permutative comme dans le cas classique. Si X est indépendant de Y, on n'a pas le contraire. Aussi, le mouvement brownien maintenant. Le mouvement brownien, comme j'ai dit tout à l'heure, bon, voilà, c'est la distribution G normale. Nous avons ici ce signe-là dans la loi normale parce qu'on n'a pas une valeur certaine de la variance de cette demande. Maintenant, dans le cas classique, la théorie de contrôle est définie par une équation différentielle stochastique contrôlée. Qu'est-ce qu'un contrôle? C'est un processus adapté à la filtration. Il sert à optimiser un certain critère de performance appelé fonctionnel coût. L'unité, c'est quoi? C'est la valeur du contrôle à l'instant T, bien sûr. Pour avoir un problème de contrôle bien posé, je dois d'abord assurer l'existence de la solution, comme j'ai dit tout à l'heure. Le B sigma vérifie les conditions de croissance linéaire pour éviter l'explosion de la solution. La condition Lipschitz pour avoir bien sûr l'existence et l'exciter toujours. Le coût est défini par une espérance mathématique. Qu'est-ce que ça veut dire défini par une espérance mathématique? Parce que, mais pas dans un cas déterministe, pour connaître le coût à chaque instant, je dois le définir par une espérance. Un contrôle optimal, c'est quoi? C'est le contrôle qui minimise le coût sur le grand U calligraphique qui est l'espace des contrôles admissibles. Je donne ici un exemple. C'est l'optimisation par rapport au contrôle dans la finance et par rapport au temps d'arrêt. Lorsqu'une personne veut vendre un actif, quel est le meilleur moment de faire la vente? On doit optimiser sur le contrôle et sur les temps d'arrêt. Bon, c'est juste un petit exemple. Le contrôle strict, c'est-à-dire un contrôle strict, il est dans un domaine bien défini. Qu'est-ce que ça veut dire un contrôle relaxé? Le contrôle relaxé, tout simplement, est défini par une mesure. Parce que si on n'a pas la solution optimale dans un espace de contrôle strict,
Je vais injecter cet espace dans un espace plus large qui possède de bonnes propriétés topologiques, de compacité et de convexité. Cette injection est faite à l'aide de la mesure de Dirac. Pourquoi? Parce que pour transférer un contrôle d'un processus à une mesure, je dois associer la mesure de Dirac tout simplement. Donc, le mu u dt dA, la projection sur l'intervalle de temps coïncide avec la mesure de Lebesgue et la projection dans l'espace d'action. Qu'est-ce que ça veut dire l'espace d'action? C'est l'espace des valeurs prises par le contrôle, ce n'est pas l'espace des contrôles. Elle est définie par cette formule. Maintenant, je vais passer rapidement ici, parce que c'est toujours dans le cas classique, pour prouver la chose la plus difficile dans la théorie de contrôle. Donc, c'est de démontrer l'existence d'un contrôle. Parce que pour le principe de maximum, on suppose l'existence et on déduit les conditions nécessaires d'optimalité. Par exemple, le principe de Montriel. Mais la chose d'abord essentielle, c'est de prouver cette existence-là. Dans le cas classique, l'existence a été prouvée partant du théorème de Skorokhod. C'est le célèbre théorème de Skorokhod. Le point fort de ce théorème, c'est de transférer, c'est de changer la convergence en loi en une convergence en probabilité. C'est ça le point fort du théorème de Skorokhod. Et on a aussi le lemme de Kolmogorov. Maintenant, dans le cas classique, ils ont démontré ça. Le travail initial est dû à Nicole Qarni et Fleming, et après plusieurs auteurs, par exemple Mezeleol, il y a aussi Gérich, ont travaillé sur le contrôle relaxé dans le cas classique. Donc, on prouve que le contrôle optimal mu étoile vérifie l'infimum sur l'espace des contrôles relaxés et sur l'espace des contrôles stricts. Pourquoi? Si le contrôle optimal, qui est défini par une mesure, c'est ça le sens de relaxation, ne vérifie pas le même infimum, donc le travail n'a aucun objectif. Parce qu'on doit aboutir au même infimum. Revenons maintenant à notre travail en G framework, c'est G Relaxed Optimal Stochastic Control. Dans notre travail, la difficulté, c'était qu'on ne peut pas généraliser le théorème de Skorokhod et le lemme de Kolmogorov. On n'a pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes techniques. Donc, ça fait partie du premier article en 2018. Nous avons cette équation contrôlée. Je note ici, j'ai le sigma, le B, le gamma. Donc, le sigma, coefficient de diffusion, le B, le gamma. Voilà le nouveau terme correspondant au G mouvement brownien, c'est le gamma. En classique, le gamma revient à dt. La partie du gamma revient à dt. En G framework, c'est ça. Pourquoi on n'a pas contrôlé le sigma? Pourquoi on n'a pas contrôlé le sigma? Parce que si on contrôle le sigma, j'aurais besoin de la mesure martingale. Et la mesure martingale n'a pas été encore faite en G calcul stochastique. C'est très difficile. Donc, pour le moment, on a contrôlé le tout. Et d'ailleurs, la diffusion, ce n'est pas vraiment efficace de la contrôler dans notre cas. On a contrôlé la dérive. Donc, le contrôle optimal U étoile strict vérifie l'infimum. Ce travail, les années précédentes, Oxondal et Hall ont supposé qu'il existe, il a travaillé au GFE aussi, et ils ont trouvé les conditions nécessaires. Mais toujours la difficulté était de démontrer cette existence. Donc, on a défini d'abord l'espace des contrôles relaxés, le nouveau espace. On a supposé, c'est une théorie, bon, je ne donne pas les détails, parce que ce n'est pas une conférence spécialisée, donc j'essaie de donner les généralités pour ne pas être lourde dans mon exposé. Donc, la topologie de la convergence stable rend cette application continue pour chaque fonction phi, rend cette application continue par rapport au contrôle. Parce que le t, c'est le temps, et le a, c'est la valeur prise par le contrôle. Donc cette convergence stable nous a permis de trouver le résultat. Parce que c'est très important ici. Voilà, c'est la définition. Pour plus de détails, les gens spécialisés peuvent revenir à l'article. Donc nous avons la définition du G-contrôle, de l'espace des G-contrôle relaxés. Nous avons défini qu'est-ce qu'un contrôle relaxé dans le cadre de la G-espérance. Maintenant, la fameuse G-Chatling-Lemma. Le G-Chatling-Lemma, c'est la clé de nos résultats. Parce qu'en cas classique, le Chatling-Lemma, c'est quoi? Elle fait le passage des contrôles stricts vers le contrôle relaxé. Donc, Chatling-Lemma, pour chaque contrôle relaxé, je peux trouver une suite de contrôles stricts tels que les delta U1, c'est-à-dire avec la mesure de Dirac, convergent vers ce contrôle. Il y a aussi un sens de convergence faible. Si j'intègre par rapport à delta UN, je me trouve dans l'intégrale par rapport à mu.
Donc c'est le sens de la convergence faible qui est basée sur la convergence stable d'abord. Chaque lemma a été généralisé avec les méthodes de compactification de Nicole Qawi en 1987. Donc, l'essentiel, ici je ne donne pas les détails comme j'ai dit, je passe à l'existence, voilà mon coût, le coût est défini, c'est un coût relaxé aussi, parce qu'il y a la relaxation dedans. On intègre par rapport au temps, et j'intègre sur U l'espace d'action, c'est-à-dire les valeurs du contrôle. Voilà une unité dA, dA c'est toujours dt la mesure de Lebesgue, et dA c'est par rapport au contrôle. F et H sont des fonctions réelles. H, c'est le coût terminal. Si je suis dans la finance, le H qui se grand T, c'est le coût terminal. Et l'intégrale F, ainsi de suite, c'est le coût courant. Je calcule mon coût avec une espérance et j'essaye de minimiser ce coût. Pour le moment, on n'a pas encore fait des applications dans la finance, mais j'espère trouver avec mes collègues. Maintenant, le contrôle optimal relaxé. Voilà, nous avons d'abord l'existence de la solution, nous avons les propriétés réalisées. Nous avons le théorème fondamental, c'est que l'inf sur les deux espaces est le même, c'est exactement le même travail du classique. On a utilisé le travail réalisé par Mézerdiol et on a généralisé ce travail. Bien sûr, les techniques, comme je dis, sont différentes parce qu'on a une famille de probabilités. Ce lemme-là donne des résultats de stabilité qui ont été aussi démontrés parce que nous avons l'espérance par rapport à chaque probabilité et on a généralisé par rapport à la famille de probabilités. Nous avons aussi démontré que l'espérance de sup de cette différence conversion, c'est-à-dire la stabilité de la solution. Le x1 c'est quoi? C'est la solution de l'équation contrôlée par le contrôle UM. Et le x mu, c'est la solution contrôlée par le contrôle mu, qui est le contrôle relaxé défini à partir de la suite UM. Donc cette stabilité est très importante, parce que si on n'a pas cette stabilité, le résultat ne peut pas être applicable. Le corollaire aussi est très important. On peut déduire une sous-suite delta UM T et A qui converge faiblement vers TD et delta. C'est la remarque que j'étais en train d'expliquer. Et maintenant, je passe au deuxième article qui est partagé avec mon collègue, Dr. Lebel. Bon, on a ajouté le saut. Donc, le saut, c'est quoi? On a ajouté les outils théoriques essentiels définis par une fonction f. On considère une mesure de Poisson indépendante. Son compensateur est donné par V d'état dt. Et on a prouvé l'existence d'un contrôle optimal. Donc, c'est toujours un travail théorique. On a basé sur l'existence. Inch'Allah, il sera d'autres applications. Donc, on a démontré que ce coût-là admet un infimum et les détails sont dans le travail, bien sûr. Je termine par cette conclusion. Donc, on a démontré l'existence d'un contrôle optimal. Les outils ont été difficiles parce qu'on n'a pas le même espace, on n'a pas les mêmes techniques. Je reviens toujours aux méthodes de compactification par Nicole Qawi en 1987. Donc, le papier clé, c'est le papier de Nicole Qawi. Il nous a aidé de démontrer le G-Chatring-Lemma. Après cette démonstration, le G-Chatring-Lemma a ouvert la porte pour d'autres réalisations, parmi eux l'article Avexo. Et je termine avec quelques références bibliographiques. Voilà le premier article, c'est l'article de Benel et Lahernou, Mezerdi et Gélich. Le deuxième article, c'est en 2018. Le troisième, c'est le résultat Avexo publié en 2021. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous, Madame Gila Amel. Très joli exposé, de bons résultats. Ça nous fait toujours plaisir de voir quelques probabilités dans nos séminaires. Je vous souhaite beaucoup de continuation dans vos recherches. Et bien évidemment, c'est la tradition. Je vais passer la parole à notre assistance, honorable assistance, avez-vous des commentaires, des explications, des questions? Des gens qui sont spécialistes, Karima. Oui, je vois mon collègue professeur Karima. Ça fait plaisir, oui, de l'Université de Biskra. Oui, oui. Salam alaikum. J'ai quand même deux questions. La première concernant juste les critères de tension entre chaque variable. Pardon, je n'ai pas bien entendu. Est-ce que je peux savoir quels sont les critères de tension pour chaque variable? Par exemple, x, qu'est-ce que tu as appliqué comme des critères? Oui. Et quel est l'espace? Oui. Pour le mouvement brownien? Oui. Pour la partie saut? Oui. La première question.
Oui, merci pour votre question. Pour la partie SO, on a utilisé l'article de base de Pascal, publié peut-être les 2 ans derniers. Donc, il a défini les processus de les G processus de Lévy. Parce qu'il y a des processus de Lévy, il a défini G Lévy processus. Donc, on a basé sur le saut défini déjà. Parce que si on fait le saut dans notre problème, on a besoin d'un travail théorique qui est déjà réalisé. Donc, Pascal a donné la théorie de ça. Donc, je peux, c'est-à-dire, vous envoyer l'article quand vous voulez. Et à partir de cette théorie-là, on a ajouté le saut à notre équation et on a démontré, bien sûr, on a l'existence et l'unicité de la solution. Parce que sans solution, on ne peut pas faire un problème de contrôle, comme vous le savez très bien. Donc, ici, c'est les mêmes principes, mais je n'ai pas une seule probabilité. L'espace n'est pas le même. C'est-à-dire, dans la démonstration de notre article, nous avons utilisé d'autres techniques. Parce que chaque fois, je dois considérer toutes les probabilités. On a dans le cas classique le travail. Le travail de base, le travail avec SO, c'est le travail de Mezerdi et Ben Gherbel, comme vous le savez, publié en 2017. Ils ont fait l'existence d'un contrôle avec SO, le principe du maximum aussi. Mais, donc, ce travail a été fait pour une probabilité. Partant de cet article-là, on a généralisé le travail avec une famille de probabilités. Donc, les techniques ne sont pas les mêmes. Pour chaque pays, d'accord, je reviens au cas classique. Mais pour la généralisation, ce sont d'autres outils. Les critères de quel type? C'est-à-dire les mêmes de... Non, ce ne sont pas les mêmes. Parce que si vous revenez à l'article de Pascal, pour définir le saut, il y a des choses qui ne sont pas les mêmes. Il y a des modifications. Parce que tout simplement, on n'a pas le même espace. On n'a pas les mêmes propriétés. Ici, justement, j'ai oublié d'ajouter, l'article est pré-publié, soumis en archive, dans la GBI, donc relax maximum principal. Donc, ce travail, c'est pour trouver les conditions nécessaires d'optimalité. Parce que le premier travail, c'est la solution. Ce travail-là, c'est le principe du maximum. Mais toujours, les techniques ne sont pas les mêmes. Donc, si... pour le X, ne sont pas les critères de Kolmogorov, non? Justement, ici, Kolmogorov, si je considère une probabilité, il y a dedans, on revient à ça. Mais on ne peut pas utiliser les termes de Kolmogorov ou les critères de Kolmogorov directement. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas une seule probabilité. Je peux vous donner plus de détails. Très bien. Je crois que deuxième question. Oui. Je crois que vous utilisez le théorème de sélection de Sforokov. Non. Je l'ai présenté juste pour donner un aspect général dans le cas classique parce qu'il y a mon doctorant ici et il y a les collègues. Donc c'est pour donner l'idée générale sur le contrôle, tout simplement. Je crois qu'on va s'arrêter là. Oui, il y a mon amie Karima, peut-être elle a une question. Donc... Ah, d'accord. D'accord. Le débat peut être encore plus long parce que le sujet est intéressant. Vous pouvez vous revoir après pour discuter davantage de manière plus précise et cela nous fait plaisir. Vraiment.